Bonsoir, dernier talk de cette journée sur cette scène Impact. Je me présente Clément Buis, je suis vice-président de France Digital. Avant tout entrepreneur, j'avais fondé une boîte qui s'appelait PeopleDoc que j'ai revendue en 2018 à des Américains. Personne n'est parfait. Voilà. Et je suis ravi ce soir d'accueillir Cyril, Charles et Hugo. Peut-être que vous en connaissez déjà via YouTube ou via Netflix ou via autre chose, mais voilà, on a la chance d'accueillir trois parcours étonnants, trois parcours qui ont de l'impact dans ce qu'ils font au quotidien. Et je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser vous présenter. Vous allez voir trois parcours atypiques. Hugo, est-ce que tu veux commencer? Très bien, déjà bonjour à tous. Je m'appelle Hugo. Alors pourquoi est-ce que Oh, il y a de l'eau sur le bois, c'est pas grave. Rest in peace le programme. Non, j'ai 24 ans aujourd'hui et pourquoi est-ce que je suis présent ici avec Hugo Décrypte? En gros, j'ai lancé une chaîne YouTube quand j'avais 18 ans et que j'ai commencé mes études qui s'appelait Hugo Décrypte, tout simplement, qui avait pour objectif de rendre l'actualité accessible aux jeunes. Au départ, c'était une chaîne YouTube. Au fur et à mesure, ça a commencé à grandir, signe un peu d'ailleurs d'un décalage important entre les jeunes d'un côté et l'information, notamment avec des médias qui n'arrivait pas forcément à toucher cette génération, ma génération et les plus jeunes aujourd'hui. Et donc ça a commencé sur YouTube, après on s'est développé sur Instagram, on s'est développé sur TikTok, sur Twitch, sur différentes plateformes, avec cet objectif d'informer. Mais donc concrètement, qu'est-ce que c'est en termes de format aujourd'hui? Ça va être des débriefs d'actualité qu'on va poster sur Instagram, qui se lisent en moins d'une minute. Ça va être des résumés, des sortes de mini-JT qu'on va poster sur YouTube dans un format d'actu du jour, où en 10 minutes, on a l'essentiel de l'actualité chaque soir à 22 heures. Ça va être des formats en live sur Twitch, qu'on va suivre en direct des événements, par exemple, suivre des manifestations en direct, des débats ou autres. On lance une émission, un talk show d'actualité dans quelques semaines aussi sur Twitch. Et ça va être voilà, sur TikTok des vidéos aussi d'actu en moins d'une minute qui peuvent peut-être intéresser certaines personnes. Et au fur et à mesure, du coup, je suis passé de youtubeur à média d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, on est 15 dans l'équipe, on a une dizaine de journalistes à temps plein avec moi pour travailler sur tous nos formats. Et donc, on travaille à ces problématiques d'information des jeunes et des moins jeunes aussi, mais principalement des jeunes quand même, vu les réseaux sur lesquels on est. Voilà quoi, pour la petite présentation. Autofinancement? Ouais, autofinancement, on n'a jamais levé de fonds parce qu'en fait j'étais étudiant, donc j'ai lancé la chaîne, elle a commencé à grandir, on a commencé à avoir des opportunités de partenariat, de choses qui ont permis de financer la suite et ça a beaucoup grandi là sur la dernière année parce qu'on est passé de 2 salariés à 10 et surtout cet été en fait où là on a beaucoup recruté et ouais, on n'a jamais eu de levée de fonds ni rien. Il n'y a pas eu besoin pour l'instant. Là, on a des projets plus long terme qui commencent à être importants. C'est des choses qu'on commence à envisager vu les choses qu'on veut développer. Mais pour Hugo Décrypte en tant que tel, il n'y a pas eu besoin de lever des fonds. Ouais. Combien d'abonnés t'as dit? Ou de Euh, vues ou de... Sur YouTube, on est à 300 000 abonnés. Sur Instagram, on est à 1 200 000 aussi. TikTok, on est le premier média d'actu sur TikTok aujourd'hui avec 500 000 abonnés et ça a grandi beaucoup là, ces derniers jours. Et puis après, Twitch, on a Fantastique. 100 200 000. Bravo. Je t'ai juste posé la question pour la transition. C'est toi le journaliste, hein, mais bon, je me dis millions d'abonnés, réseaux sociaux, risque, bodyguard. Bravo. Charles Bravo. Cohen. Merci beaucoup. J'ai la pression maintenant. Du coup, Charles Cohen, enchanté. Moi, je suis le fondateur de Bodyguard que j'ai fondé à 21 ans. Donc, j'ai 25 ans, c'était il y a 4 ans. T'as raconté ton parcours, toi? Oui, au tout début. Quoi? Alors, parcours très spécial. J'ai commencé Oui. la programmation. Ah, ça, j'ai pas dit. Ouais. Bon. Ouais. Ah. Moi, c'est un peu bizarre. J'ai commencé la programmation à 10 ans, très bizarre. Pas fait d'études. Et j'ai lancé Bodyguard à 21 ans. Bodyguard, c'est avant tout une technologie qui est là pour protéger les individus et les entreprises des contenus haineux sur Internet. Donc, ça se traduit par une application mobile qui s'appelle donc Bodyguard et qui protège en temps réel, gratuitement, les particuliers, les députés, les ministres, les journalistes, les gros créateurs de contenu comme Hugo. Donc ça les protège en temps réel de toute cette haine qui est de plus en plus présente malheureusement sur leurs réseaux sociaux. Donc fonctionnement très simple si vous voulez, c'est on télécharge l'appli, on se connecte avec ces réseaux sociaux, on personnalise sa modération parce qu'une petite fille de 8 ans ne voudra pas la même protection qu'un gamer de 40 ans sur Twitch qui lui aura une permissivité un peu plus importante et pourra encaisser on va dire un petit peu plus.
Donc on personnalise sa modération. Une fois qu'on a fait ça, on ferme l'appli, on utilise ses réseaux sociaux normalement. Ce qui va se passer, c'est que Bodyguard va récupérer donc les commentaires sous vos vidéos YouTube, les commentaires sous vos photos Instagram, les gens qui parlent avec vous sur votre chat Twitch, les gens qui vont vous mentionner sur Twitter. On va récupérer ces contenus, les analyser avec la technologie. Et si la technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, et ben on va retirer le commentaire de la plateforme. Donc c'est comme ça qu'on protège à peu près maintenant 70 000 personnes. Et donc maintenant on est une boîte de 30 personnes. On est basé à Nice. On n'est pas vendu aux Américains pour le moment. C'est bien. Déjà le nom. Hein, quand même. Mais donc voilà, levée de fonds de 2,5 millions d'euros il y a 2 ans. Pour la petite histoire, enfin, c'est juste pour dire que c'est possible, notamment pour ceux qui m'ont demandé. J'étais tout seul à 21 ans et j'ai levé 2,5 millions. Tout seul. Donc assez fier de ça. Je ne suis pas fier de beaucoup de choses, sauf de ça, où en étant tout seul, sans équipe, sans rien, sans revenus, sans réseau, finalement sans connaissances, sans études, sans rien, en étant à Nice, 2,5 millions, c'était pas mal et ça m'a permis de construire cette équipe de 30 personnes maintenant. Donc voilà. Désolé, c'était un peu long. Non, c'était pas long. Et juste une question, ton business model, qui paye, comment ça marche? Et donc, c'est vrai, c'est une très bonne question ça aussi. Je me permets. Et on a pris la même technologie et on l'a mise dans une solution pour les entreprises. Et avec la même technologie, maintenant, on vient en aide aux entreprises qui ont des besoins de modération. Et par exemple, on modère les réseaux sociaux de Brut, de Combini, de Loopsider. Grâce à cette technologie-là, on va protéger l'ensemble des journalistes de France Télévisions également. Donc on permet à nos clients de modérer à la fois leurs réseaux sociaux, mais également de protéger leurs employés sur leurs réseaux sociaux, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais l'autocensure chez les journalistes, c'est quelque chose d'extrêmement grave. En 2021, les journalistes n'osent plus aborder certains sujets de peur de se faire insulter. Donc on va également aider certains de nos clients à protéger, parfois ils ont des sites, des forums, des blogs avec des commentaires à l'intérieur, ils peuvent utiliser notre technologie pour modérer, protéger ces endroits-là, et ça c'est un modèle qu'on fait payer par mois. Donc voilà. On protège gratuitement les individus, on fait payer les entreprises. J'aime bien ce modèle un petit peu hybride en disant que ce ne sera jamais une petite fille de 8 ans de payer pour être protégée, mais ce sera aux entreprises de participer à tout ça. L'humilité, c'est, je pense, le trait commun de beaucoup d'entrepreneurs. Vous avez entendu, Charles, il vous a dit, je ne suis pas fier de grand-chose. Bon, il protège juste 70 000 personnes. Voilà, bon, bravo pour ça. Je pense voilà, très intéressé dans la suite de la discussion pour que justement on parle de cet impact d'un outil digital, mais dans la vie réelle des gens, que ce soit dans les communautés, donc je pense Hugo, plutôt jeunes que tu adresses, et toi Charles, tout ce que tu nous as dit, très intéressant. Très intéressant aussi de voir qu'il y a une économie, un business model profitable, rentable, pérenne sur tout ça. Cyril, autre parcours, pareil, atypique aussi, avec des virages. Ouais, surtout le virage peut-être est atypique. Écoutez, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Cyril Abitboul. Alors, je suis le plus vieux de la bande, là j'ai l'impression, mais je me sens un petit garçon quand j'entends ces histoires. J'ai 43 ans. Et probablement la raison pour laquelle je suis là, c'est qu'effectivement il y a eu un gros virage dans ma carrière qui a été initialement dans l'automobile, une vingtaine d'années dans l'automobile et plus spécifiquement une quinzaine d'années dans la Formule 1. Alors effectivement je suis moins jeune, mais à un moment j'ai été jeune. J'étais le plus jeune patron d'écurie de Formule 1, je crois à 33 ans, quelque chose comme ça, d'une petite écurie anglaise. Et plus récemment, effectivement, je me suis occupé du retour de Renault en Formule 1 depuis sur la période 2015-2020 que j'ai quitté Renault en début de cette année et j'ai rejoint un fonds d'investissement qui s'appelle HCVC, pas HCBC, je me permets juste de dire voilà, HSBC non plus, HSBC non plus, ni CBD, enfin bref, HCVC qui a effectivement comme thèse d'investissement, enfin c'est un fonds de venture capital donc qui investit tôt, seed, pré-seed et série A et qui investit dans deep tech et hard tech et pour une passion pour enfin personnellement de la technologie, puis une curiosité et puis un peu de regret finalement de pas avoir eu le genre de parcours que mes voisins ont eu. La Formule 1, j'en dirais juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas, et bien évidemment tout le monde ne connaît pas, c'est normal. C'est quand même un gros animal en matière technologique, en matière d'entreprise à gérer. Il y a beaucoup d'efforts pour ces deux voitures qui courent l'une après l'autre le dimanche. L'écurie, quand je l'ai reprise en 2015, c'était 250 personnes. C'était à peu près 1200 personnes quand je l'ai quittée, donc une énorme croissance. C'est s'occuper d'aller chercher les financements, la technologie, les
compétences, de créer une plateforme de marque, une stratégie technique, une influence également, un soft power pour essayer de progresser. C'est également de trouver une stratégie d'entreprise parce que ça s'inscrit dans une stratégie marketing du groupe Renault à l'époque. Maintenant, ça a changé de marque, c'est sous la marque Alpine que ça s'opère. Et voilà, et quand ça se termine, il faut se réinventer. Je suis très heureux de me réinventer dans cet univers de la tech et de la technologie et de l'investissement, pardon. On reste avec toi, Cyril. L'impact, finalement, toi, c'est quoi les sujets? Comment tu vois ça en tant que maintenant investisseur et moins patron de boîte? Oui, moi, je le vois deux grands types d'impact. Je pense qu'il y a l'externe, mais l'interne aussi. En tout cas, moi, l'interne est important pour moi parce que quand on est à la tête d'une entreprise, que ce soit de 5 personnes, 10 personnes ou 2 personnes, à partir de 2 personnes, finalement, ça veut dire qu'on a un impact sur une autre vie que la sienne. Alors, a fortiori, moi, c'était 1200 personnes. Donc, je pense que l'impact interne, il est important. Et moi, c'était un sujet très important. C'était effectivement d'avoir une certaine forme de management extrêmement humain. Peut-être d'ailleurs, parfois, c'était difficile de combiner mes propres valeurs humaines avec l'exigence du sport et de la compétition. Ça, c'est un sujet. Deuxièmement, la PAC externe, Formule 1, soyons honnêtes, la Formule 1, ça reste la Formule 1, c'est beaucoup d'argent qui sont dépensés pour effectivement de voitures. En revanche, il y a quand même des technologies, il y a quand même de la R&D, des méthodologies surtout, méthodologies qui sont développées pour essayer d'être beaucoup plus agile. Les technologies agiles, c'est des choses qui sont très à la mode dans le vocabulaire du conseil. Être très rapidement capable de s'adapter à un faisceau de contraintes et d'être capable de réagir face à son environnement, être capable d'évoluer dans un univers concurrentiel. Ça, c'est des choses finalement que la Formule 1 apprend à faire et apprend à un grand groupe comme Renault à savoir faire. Je suis content que tu dises ça, l'impact interne, on n'en parle pas beaucoup, mais oui, il faut créer des boîtes pour impacter des vies, impacter les conjoints, les familles. Tu vois, le fameux méchant américain qui nous a racheté n'était pas du tout méchant. C'est une boîte qui s'appelle Ultimate Software et ils avaient ce concept de bubble, de dire on veut être une grande bulle, on veut protéger les gens et on veut être l'impact qu'on définit. Il n'est pas à travers notre service, comme Charles qui va en parler, mais il est effectivement déjà sur nos salariés, sur la culture qu'on met dans nos boîtes. Et souvent, on le dit souvent, mais ça transpire et les boîtes où la culture interne, où les gens qu'on choisit, les talents qu'on choisit, vont rayonner, diffuser, et fait que le service qu'on rend, le service qu'on raconte ou le service qu'on crée va avoir un impact positif. Donc merci pour ce mot-là, c'est important. Aujourd'hui, on ne l'a pas trop entendu. Charles, toi, dans la boîte Superculture, j'imagine. Ouais. Le thème du jour, c'est valeurs. L'impact, il est évident. C'est Bodyguard, tu es le gardien des valeurs. C'est quoi ton regard sur ça? Sur la tech for good, toi, tu es by design. Ouais, nous on a essayé avec Mathieu, le directeur général de Bodyguard qui est dans la pièce, on a toujours essayé de recruter des personnes qui bien sûr étaient douées, mais qui avaient également cette volonté d'avoir un impact sociétal positif, d'essayer de vouloir à un tout petit niveau changer les choses. Parce que c'est super important et derrière ça a une répercussion sur l'ensemble de la boîte, sur la façon dont ils vont travailler dans les moments difficiles, sur tout ça, et c'est vraiment super important. Alors après, oui, Bodyguard est une boîte à impact. Moi, je suis fier au niveau de la boîte de pouvoir représenter, de pouvoir dire qu'on peut... Quand on parlait d'impact, pour moi, il y a 10 ans, c'était souvent, ça faisait très associatif, très association, très boîte qui vit sur des subventions et qui ne peut pas gagner d'argent. Là, je suis ravi de montrer l'exemple que c'est possible d'avoir de l'impact, mais d'avoir un modèle hybride et de gagner de l'argent, de faire des levées de fonds, de gagner de l'argent et de changer les choses à plus grande échelle. Et moi, je suis très fier de représenter ça. On recrute plus facilement quand on est une boîte à impact réel, si je puis dire, aujourd'hui, ou pas? Ou c'est galère aussi? Bon, quand on est à Nice, c'est un peu plus galère, mais bon, ça c'est un autre sujet. On recrute plus facilement, oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent plus forcément dans leur boulot dans des grands groupes et qui veulent se tourner plus vers des boulots dans des startups comme la taille de Bodyguard, donc à peu près 30 personnes, et ça leur permet d'avoir un impact et finalement d'avoir une raison le matin de se lever, et ils savent que ça va être minime, mais ils vont quand même petit à petit faire avancer la boîte et donc avoir un impact plus positif sur la vie des gens. Et ça, c'est magnifique. Dans une boîte à impact entre guillemets B2C ou B2B2C, et j'en viens à toi Hugo, il y a ce moment, je pense, où on a cette vision, on crée le truc, on crée sa petite chaîne, et puis il y a le moment où en fait on a tellement de gens qui nous suivent qu'on a une responsabilité. Et comment on vit ça?
Comment ça se passe quoi? Parce que Non, c'est vrai que la responsabilité vient au fur et à mesure. Déjà, c'est clair que quand tu crées un média, bon, bah, la question de l'impact, elle est forcément liée à la portée que tu vas avoir avec ton média. Ça se joue clairement là-dessus. Combien de personnes vont regarder ton contenu? Si ton objectif c'est d'informer les gens, bah, plus ton contenu est vu, plus tu as un impact de ce point de vue-là. Donc logiquement, quand tu lances ta chaîne et que tu fais 500 vues sur tes vidéos, bon, l'impact, il y a 500 personnes quand même qui vont s'informer avec toi, mais il est beaucoup plus faible que quand tu fais aujourd'hui là sur je sais pas, notre format d'actu du jour, 300 ou 400 000 personnes qui s'informent chaque jour avec le format sur YouTube. Donc clairement, ça amène une forme de responsabilité et qui vient un peu au fur et à mesure aussi, on en prend conscience parce que on a davantage déjà de questions. Au début, quand j'ai lancé ma chaîne, j'avais beaucoup de retours de médias, par exemple, qui me demandaient mais toi, tu n'es pas vraiment journaliste, quitter un peu pour faire ça. Donc il y a la question de la responsabilité, il y a aussi la question de la légitimité qui sont un peu liées. C'est que moi, j'avais, en lançant ma chaîne YouTube, des retours de médias et des journalistes qui, lors d'interviews, me posaient sincèrement la question de si j'étais bien placé pour faire ce que je faisais, si je ne devais pas plutôt finir mes études avant de lancer ma chaîne. Et donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, l'audience a grandi. Avec l'audience est venue aussi la légitimité, paradoxalement. Et ce truc de, bah oui, bah maintenant il a tant d'abonnés, il y a tant de gens qui l'écoutent, donc ça doit bien être crédible, alors qu'en réalité, mon contenu n'a pas changé beaucoup. C'est-à-dire que mon contenu est resté plus ou moins le même, juste il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à le suivre. Et aujourd'hui, concrètement, ce que ça veut dire, ouais, je le sens vraiment comme une responsabilité importante. C'est ce qui fait aussi que l'équipe s'est étoffée de davantage de journalistes pour faire en sorte de bien vérifier les informations qu'on donne. Et d'autant plus sur les réseaux sociaux où en fait la moindre erreur ou le moindre truc, tu te le prends direct. C'est-à-dire que si on poste sur Instagram ou sur YouTube une vidéo ou un contenu avec une erreur, qui peut être pas très grave comme une faute de frappe, comme elle peut être plus grave, mais une erreur sur une erreur factuelle, ça peut arriver, c'est humain. Bah, on se le prend dans la gueule parce que dans la seconde, on va avoir des retours ou des choses, parfois d'ailleurs un peu violentes. Et bon, au moins, ça nous force à être vigilant avant de diffuser et réactif au cas où il y a un problème. Mais c'est clair que du coup, la responsabilité aujourd'hui, elle est immense. Et voilà, quoi, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre sur notre contenu. Mais elle est d'autant plus importante que nous aujourd'hui, Hugo Décrypte, c'est un média, mais c'est un média qui porte mon nom. Donc c'est une responsabilité qui pèse d'autant plus sur mes épaules parce que s'il y a quelque chose qui se passe bien, trop bien, tout roule. Mais s'il y a le moindre problème, ça va pas être les critiques ou autres ne seront pas dirigées vers une institution ou vers quelque chose. Elles sont dirigées vers moi en réalité parce qu'il y a mon nom sur le nom du truc. Encore davantage peut-être qu'un entrepreneur dont c'est la boîte. Là, c'est le nom de la boîte, c'est quasiment mon nom, quoi. Ce qui amène aussi à une forme de pression aussi particulière qui est à vivre au quotidien et je pense qui est propre à pas mal de youtubeurs ou de créateurs qui incarnent comme ça leur projet. Finalement, si je vous écoute, pour avoir de l'impact ou essayer d'en avoir, il faut essayer de disrupter, pas trop écouter, repenser des modèles, pas trop écouter ses pairs en fait. Toi finalement, Cyril, tu vas chercher des gens comme ça, un peu fous sur des techs, que tu m'expliquais plutôt clean tech. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi le type de boîte dans laquelle tu vas investir et comment tu vas les aider dans maximiser, croire en leur vision, maximiser cet impact? Oui, alors la particularité du fonds auquel je suis associé, c'est d'investir très tôt. Hein. C'est un fonds de venture capital, donc on investit en pré-seed, seed et série A, voire série B de manière très opportuniste. Donc ça veut dire que c'est des boîtes qui ont peu d'antériorité, donc peu de data finalement, les due diligence sont rapidement faites sur les données existantes. La due diligence finalement elle s'appuie sur deux choses, la vision des créateurs, ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un marché, l'adéquation entre le produit qu'ils cherchent à imaginer et le marché, et puis ensuite l'énergie, le talent de l'équipe dirigeante. Sentir leur résilience, sortir leur détermination, sentir leur habilité effectivement à incarner un projet, comme Hugo incarne son projet, comme Charles incarne son projet. C'est quelque chose moi auquel je crois beaucoup compte tenu de mon passé. Je pense que c'est une des clés de succès dans la stabilité des équipes et donc dans le succès de ces projets. Donc ça fait partie de ces choses-là qu'on analyse. Donc c'est
beaucoup des facteurs humains, un peu des facteurs techniques, un peu des facteurs objectifs marché, mais humains. Et c'est un peu ça qui me rapproche de mon ancien métier, où quand on manage de la performance, quand on manage 1200 experts, on est incapable d'être expert soi-même. Donc il faut être capable de sentir les choses. C'est très intuitif finalement comme métier. En tout cas, c'est comme ça que j'entendais le faire. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai envie d'exercer ce métier de fonds d'invest. Merci. Charles, Bodyguard en 2025, c'est quoi? Attention Hugo, tu as la même question derrière. Hein. Ouh là là. Ou 2030, ou si tu choisis la date. Mais tu veux aller vers où? D'ailleurs, je ne sais pas si on doit te souhaiter plein de succès. Et là, si tu veux en avoir, tu vois, mais... Malheureusement, la haine en ligne est un des marchés qui grossit le plus rapidement. Ouais, est-ce que, pour être un peu plus terre à terre comme question, est-ce que dans ce que tu vois, les gens ne se rendent pas compte? Tu vois, je pense qu'il y a de la violence à dessein, mais est-ce qu'à posteriori, tu peux avoir un rôle d'éducation, d'essayer de prise de conscience en masse de finalement cet outil qu'on t'est tous pris dans la tête, de la violence à distance et digitale? C'est une super transition parce que je voulais dire un truc à Hugo, mais là où je vois la boîte Bodyguard en 2025, c'est un peu un buzzword qui revient souvent en ce moment quand Mark Zuckerberg parle de métaverse. Métaverse, c'est un peu comme Ready Player One, le film, où en fait tout est en réalité augmentée. Là où je vois Bodyguard, c'est une solution de modération capable de finalement pouvoir modérer et protéger les gens dans cet univers en réalité augmentée. Donc Mark Zuckerberg, pour citer que lui, prend le pari de dire que peut-être malheureusement dans 30 ans, tout se passera en réalité augmentée comme ce qu'on voit dans les films. Là où je vois Bodyguard, c'est ici, et être capable de protéger les individus dans cette réalité-là. Donc ça veut dire traiter l'audio, l'image, la vidéo, etc. Ça c'est un sujet à part. Après, j'aimerais juste dire qu'on est dans un monde où la désinformation tue actuellement. Alors je ne veux pas rentrer dans le débat anti-vax, pro-vax, etc. Mais la désinformation... S'il te plaît, non. C'est ça. Mais la désinformation est en train de tuer des gens. Et quand on voit le nombre de fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux, ça devient extrêmement grave. Et quand je vois le nombre d'enfants, de jeunes et même mes parents qui tombent dans ces fake news-là, quand on voit l'impact que ça a sur la société et à quel point ça peut être dramatique, ça peut être très problématique. Donc moi, c'est ce que j'ai dit à Hugo juste avant ce talk-là, mais j'aimerais le répéter parce que c'est important, je pense qu'on en prenne tous conscience, c'est que pour moi, Hugo, il a un impact extrêmement fort parce qu'il a réussi là où beaucoup de médias ont échoué, c'est intéresser des jeunes à l'actualité, avec une nouvelle vision, avec des nouveaux formats, et comme ça créer la curiosité chez les jeunes, leur permettre de se renseigner, de comparer des sources, de débattre, de faire leur propre opinion. C'est quelque chose qui va être primordial parce que c'est le moment où les jeunes se construisent, et les jeunes sont en train de se construire sur des fake news, et ça peut être extrêmement grave. Et donc c'est pour ça que moi, à mes yeux, le vrai impact d'Hugo en ce moment, il est là. Avoir réussi là où beaucoup de médias ont échoué, intéresser et toucher énormément de jeunes à l'actualité. Et je m'inclus dans ces jeunes-là parce que je regarde ces vidéos, mais voilà, ça fait un peu fan. Il nous reste qu'une minute avant que Hugo réagisse. Tu veux dire quelque chose? Je voulais dire simplement que les deux acteurs qu'on a à notre droite, c'est rien de moins que deux personnes qui sont en train de réinventer la démocratie de demain. Et je trouve ça absolument... Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais effectivement, tous les grands succès dont on parle économiques, ça a été finalement des échecs des pouvoirs publics d'une certaine façon. Et un des grands échecs, finalement, c'est la sécurité, la sûreté et la démocratie. Et c'est celle-ci qui est en train de se réinventer devant nous. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai ? Hugo, j'ai envie de dire no pressure. Est-ce que je te laisse le mot de conclusion? Non, mais déjà merci beaucoup, ça fait très plaisir et j'en pense tout autant pour vous et notamment l'impact de Bodyguard qui est, je pense, essentiel de ce point de vue-là, et on voit à quel point ça peut être important tout simplement au quotidien en tant que média ou créateur de contenu. Non, nous pour les prochaines étapes, on parlait d'impact et du fait que c'était lié aussi au contenu que tu produisais et à l'audience que tu avais. Nous on a beaucoup grandi l'équipe ces derniers jours pour être capable de produire davantage de contenu, du contenu de meilleure qualité aussi, qui touche plus de monde aussi, et c'est un peu l'ambition là dans les prochains jours, c'est que je suis passé, moi je vois au fil des années, de juste je fais ma petite chaîne YouTube où je fais mes vidéos et je m'arrête là, j'essaie en fait de pousser cette mission d'information le plus loin possible, et c'est très concrètement ce sur quoi on travaille en ce moment, parce qu'on travaille à la création de nouveaux médias sur de nouvelles thématiques, parce que nous, Hugo Décrypte, c'est très généraliste, mais ça a du sens d'aller le pousser sur d'autres thématiques, la question de la science qui n'est pas assez traitée, qui mérite d'être davantage traitée et bien traitée, et comme plein d'autres sujets comme ça, on va essayer de reproduire ce genre de choses. Il y a un volet de production qu'on va essayer de structurer pour avoir des formats de production
plus important que ce qu'on fait aujourd'hui sur nos réseaux, mais aussi sur d'autres choses. Il y a une dimension d'événementiel et de rencontres aussi, de conférences qu'on veut développer. Il y a une dimension, il y a pas mal de choses sur lesquelles on bosse en ce moment. Et donc voilà, c'est pas mal de projets en cours qu'on est en train de mettre en place et qui vont venir toujours dans cette mission d'information, mais avec plusieurs dimensions, quoi. Cyril, Charles, Hugo, merci beaucoup. Merci beaucoup. De créer la Merci. démocratie. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup.